Eh bien, bonjour, Marc-Alphonse Forget, président de la Société d'archéologie et d'histoire du département de la Manche. Au nom de notre conseil d'administration, de nos présidents de section, de leur conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue à cette visioconférence. Bienvenue à nos adhérents et puis, plus largement, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Quelques nouvelles de la société, après quoi nous présenterons notre conférencière du jour et le thème qui sera traité. Donc tout d'abord, notre assemblée générale qui a pu se tenir le 19 mars, c'était une assemblée générale mixte intégrant assemblée générale extraordinaire pour la modification de nos statuts et assemblée générale ordinaire. Nous avons pu réunir le quorum nécessaire, 75% des adhérents à jour de cotisation, donc je voulais vraiment remercier la mobilisation exceptionnelle de nos adhérents qui nous a permis de procéder à la modification de nos statuts. Autre événement, je vous présente le dernier ouvrage édité par notre société, tout frais sorti d'imprimerie, puisque j'ai récupéré cet exemplaire hier chez l'imprimeur. C'est l'édition et document numéro 43, l'histoire économique de la Manche, de la fin du Moyen-Âge au milieu du XIXe siècle, ouvrage rédigé par François Vulliot, membre de notre société, un ouvrage très riche et qui fait une approche globale de l'évolution de notre département sur cette longue période, sur l'ensemble, je dirais, des facteurs et critères qui caractérisent le développement économique, que ce soit la démographie, l'évolution des prix, l'évolution de l'activité agricole, l'évolution de la population, bien sûr, l'évolution de la production artisanale et industrielle, et dans notre département, bien évidemment, l'évolution des activités maritimes. C'est un ouvrage dense de 352 pages. Nous le proposons au prix très raisonnable de 24,50 €. Pour l'acquérir, il suffit de vous rendre sur notre site shmmanche.free.fr. Je vous rappelle que normalement au mois de septembre ou du moins d'ici la fin de l'année, nous sortirons un deuxième ouvrage, toujours dans la même collection, ce sera le D44, et il s'agira cette fois-ci d'un ouvrage rédigé par Rodolphe de Mons, L'Aigle de Gueule, un survol au-dessus du temps, et ça nous présentera sur près d'un millénaire, du XIIe siècle au XXIe siècle, l'évolution d'une famille, la famille de Mons. Il faut rappeler que 2022 marque, et c'est fort heureux, la reprise normale de nos activités en présentiel. Ainsi, cette année, nos 3 sections vous proposeront de l'ordre de 30 conférences et on vous proposera également entre 8 et 10 sorties, visites, excursions. Et puis la fin de l'année, au mois de novembre, les 23, 24, 25 et 26 novembre, ce sera vraiment l'événement historique de l'année. Pour notre société et plus largement pour le département de la Manche, ce sera la réalisation du colloque « Soigner et être soigné dans la Manche et en Normandie ». J'ai le plaisir de vous indiquer que le programme est d'ores et déjà bouclé. Nous aurons 35 ou 36 communications et conférences et vous pouvez vous inscrire là aussi en vous rendant sur notre site. Vous avez une rubrique colloque qui vous permet de télécharger le programme et le bulletin d'inscription. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour notre 12e visioconférence et pour cette 12e visioconférence, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Goul. Véronique Goul est archiviste à la ville de Coutances et le thème du jour, eh bien, Coutances sous le Second Empire. Alors c'est un thème qui est très cher à Véronique, oui,
parce que c'est le thème de son mémoire de maîtrise. Voilà. Et en 2015, elle a publié un ouvrage avec le Cercle d'histoire de Coutances et du Cotentin, qui s'intitule tout simplement « Coutances sous le Second Empire ». Et cet ouvrage, qui ira plus loin bien sûr que ce qui pourra être développé dans le cadre de cette visioconférence, reste disponible, vous pouvez l'acquérir auprès du Cercle d'histoire de Coutances et du Cotentin. Alors, la période dont elle va nous parler, c'est une période qui marque une véritable rupture avec la France d'Ancien Régime, une rupture notamment sur le plan économique, sur le plan social, et il est intéressant de regarder comment, dans cette période, une petite ville française, une petite ville de notre département, comment elle a évolué, ce qui a changé, ce qui a moins changé sur différents registres, en rappelant que Coutances est une ville très ancienne de notre département, une histoire très riche. C'est une sous-préfecture, elle aurait pu peut-être être préfecture, mais elle a perdu le duel qui l'a opposé à Saint-Lô, et c'est Saint-Lô qui est devenu préfecture. Coutances donc sous-préfecture, mais par contre Coutances, siège de l'évêché, oui. Capitale également judiciaire du département de la Manche. Et puis également, c'est un haut lieu de l'éducation. Les institutions, lycées, écoles, collèges y sont très nombreux. C'est donc de cette période, de ces permanences et de ces évolutions que Véronique va nous entretenir avec cette conférence, donc Coutances sous le Second Empire. Je vais donc lui passer le relais. Et je reviendrai en fin de conférence pour échanger. Bien, merci Monsieur Forger. Bonjour à tous. Donc cette conférence a pour thème Coutances sous le Second Empire, comme l'a dit Monsieur Forger. Alors, le Second Empire est une période charnière. L'accélération de la révolution industrielle, le début de l'exode rural, une transformation radicale de la société commence. Pour Coutances, la période marque un début de transition sociale et économique. La conférence d'aujourd'hui sera une sorte de tableau de la ville au milieu du XIXe siècle. Elle aura pour cadre la mandature de Charles Joachim Breuiller de Litinière, maire de Coutances de 1850 à 1868. Cette étude s'appuie sur l'exploitation du fonds des archives municipales de la ville, qui sont extrêmement riches pour cette période. Coutances, sous le Second Empire, est une petite ville provinciale, comme il en existe tant en France. Depuis 1795, ce n'est plus qu'une sous-préfecture, mais elle a gardé les instances judiciaires du département. Elle est un centre commercial et administratif d'un territoire qui correspond en gros à son arrondissement. Elle est également la capitale religieuse du diocèse, puisqu'elle est le siège de l'évêché. Elle a gardé l'héritage de son riche passé de capitale et siège du bailliage du Cotentin. Cette intervention se divisera en trois parties. La première concernera la population, l'économie et la société. La deuxième abordera les transformations urbaines. Et la troisième partie évoquera les établissements d'enseignement et de bienfaisance, ainsi que la vie politique et religieuse. Alors, donc une première partie qui concerne la population, la société et l'économie. Dans un mouvement de baisse de la population de Basse-Normandie, celle de la ville se maintient à environ 8000 habitants. Alors nous ne prenons pas en compte dans cette conférence les deux communes rurales de Saint-Pierre et de Saint-Nicolas de Coutances, issues de la division de la ville en 1790, et qui comptent respectivement 200 et 900 habitants. Alors, le taux de natalité est en baisse et reste faible. C'est celui des campagnes, donc 22 pour 1000. Alors que le taux de mortalité est élevé, il est proche de celui des grandes villes, 25 pour 1000. Ce taux élevé peut s'expliquer par la présence de l'hôpital-hospice et de l'importance de la population âgée en ville. Les causes de décès en dehors de la vieillesse sont les maladies pulmonaires et du foie. La crainte du choléra est toujours présente, mais la ville ne sera pas touchée pendant la période. La cité compte alors une douzaine de médecins et 7 pharmaciens. La mortalité infantile reste très élevée, 30 pour 1000.
Le bilan global, le solde naturel, est négatif puisqu'il y a plus de décès que de naissances. La structure de la population est très spécifique. On retrouve la même dans les villes similaires comme Bayeux. En effet, la population féminine est plus importante, 57%, que la population masculine, 43%. De plus, la moitié de la population féminine reste célibataire même après 30 ans, qui est l'âge moyen du mariage à Coutances. Les femmes en âge d'être mariées sont près de 60% à être célibataires ou veuves. Les hommes sont très majoritairement mariés à 30 ans. La population de plus de 60 ans est très importante et supérieure à la moyenne française. La ville attire la population vieillissante des campagnes, ce qui entraîne le vieillissement global de la population. Cette population âgée se compose principalement de femmes veuves pour la plupart. Le déséquilibre numérique entre hommes et femmes est dû aux professions que l'on trouve en ville et qui sont plus importantes pour les femmes, domestiques, couturières ou fileuses. Le niveau de population de la ville se maintient grâce à l'immigration, car le solde migratoire est positif. La population provient principalement des campagnes autour de la ville. 72% de cette immigration vient du département, dont 32% provient de l'arrondissement de Coutances. Mais 50% des Coutançais sont nés à Coutances. Seulement 6% des habitants sont nés hors du département. La ville abrite quelques étrangers, des Anglais, des Espagnols et des Italiens principalement. La ville recrute sa population dans les villages alentours, notamment les domestiques. Coutances et son arrière-pays sont très interdépendants. La ville est ce qu'on peut qualifier une ville rurale. Elle est très largement ouverte sur la campagne du fait de son rôle de pôle commercial. L'activité économique de la population coutançaise est très diversifiée. Le Second Empire marque le déclin des industries traditionnelles ou proto-industries telles que le textile. Elle voit l'émergence de nouvelles activités tournées vers le tertiaire, commerce et services. En 1851, 41% de la population active travaille dans l'artisanat ou la proto-industrie, telle que le textile. 14,5% sont domestiques, 11% propriétaires rentiers, 10% sont commerçants, 8% sont des professions libérales et 3% appartiennent au clergé. En 1866, 28% de la population active travaille dans l'artisanat. Donc ça fait une baisse de moitié. 21% sont domestiques, 14,3% sont propriétaires rentiers, 11,2% sont commerçants, 8,4% sont des professions libérales et 4% appartiennent au clergé. Les commerçants sont installés en centre-ville, le long de la rue principale que forment les rues Saint-Nicolas et Geoffroy-de-Montbray. Les quartiers bourgeois, ceux des propriétaires rentiers, sont ceux des rues basses, autour du palais de justice, Quesnel-Morinière et autour de la cathédrale. Les faubourgs populaires sont ceux du Pont de Soule, on le retrouve les travailleurs du cuir, le faubourg des Piliers, où se regroupent les blanchisseuses et les lessivières, ainsi que ceux de Guerney et de la Croix-Quillard, ce dernier quartier abritant les tisserands. À Coutances, la hiérarchie des biens et des positions est difficile à distinguer. La ville n'abrite ni une population fortement aisée, ni fortement populaire comme dans les villes industrielles. La fortune à Coutances est due à la possession de biens immobiliers, c'est-à-dire des terres à la campagne. Alors, la famille la plus riche sous le Second Empire est celle de Jean-Jacques Quesnel-Morinière, bienfaiteur de la ville. Lui-même, sa belle-fille remariée au baron Frémin du Ménil, petite noblesse locale de Lingreville, fils de l'ancien maire, et son petit-fils par alliance, Ferdinand Michel d'Annoville. Son cousin, Jean-Baptiste Quesnel-Corveau, sera aussi un bienfaiteur de la ville. Nous retrouvons également comme fortune l'ancien maire et sous-préfet Léopold Queneau et Anna-Marie, héritier du baron du Hamel, maire sous le Premier Empire. Tous sont propriétaires de nombreux biens fonciers autour de Coutances. Le nombre de rentiers augmente pendant la période, passant de 351 à 443. C'est un fait majeur du Second Empire. Du fait de la hausse de la rentabilité des biens fonciers tout au long de la période.
Le nombre des domestiques augmente également, il passe de 542, soit 13,5% de la population active en 1851, à 584, soit 17,5% de la population active en 1866. L'entrée en bourgeoisie se marque par l'embauche d'au moins un domestique. Le nombre des ménages employant une domestique augmente. C'est un des moyens pour calculer le niveau de fortune. Un des faits majeurs est donc l'embourgeoisement de la ville pendant cette période. Pour ce qui est des classes populaires, elles sont très difficiles à cerner puisqu'à Coutances, il n'y a pas vraiment d'industrie. Peu de personnes se déclarent ouvriers ou journaliers, 7 à 8% de la population active. Le 19e siècle ne connaît que le métier. Il n'est pas évident de faire la différence entre le patron et l'ouvrier. L'ouvrier ne possède aucune protection sociale. S'il ne peut plus travailler, il n'a plus d'argent. Néanmoins, en 1857, Coutances crée sa société de secours mutuel entre patrons et ouvriers. Ce sont des fonds de retraite et de secours en cas de maladie. Pour une enquête sur les livrets ouvriers, le maire précise que la ville de Coutances, je cite, « par sa faible importance industrielle, ne compte que des ouvriers sédentaires tels que maçons, menuisiers, serruriers, mégissiers, tisserands, charpentiers, plafonneurs et couvreurs. Ce n'est ni une cité manufacturière ni industrielle, les parcheminiers exceptés. » Alors, quelles sont donc les activités économiques de la ville? À Coutances, il existe de nombreux petits métiers de fabrication d'objets pour une consommation purement locale. Cependant, 3 secteurs d'activité ont une relative importance, le textile, le cuir et l'imprimerie. Alors, l'industrie textile, elle est très ancienne, et sous le Second Empire, le premier secteur employeur. Le nombre des tisserands qui travaillent sur des métiers à bras et tissent le lin, chanvre et le coton est de 150 en 1851 et n'est plus que de 77 en 1866. Les fileuses sont 330 en 1851 et 73 en 1866. L'activité de fileuse reste un métier d'appoint des femmes et un revenu pour les veuves. Il y a aussi une centaine de blanchisseuses. On fabrique à Coutances des drogués, donc laine sur trame et fil de lin, des coutis, coton sur trame de fil de lin, des toiles damassées, donc sorte de linge ouvré à fleurs, et du linge de table, que l'on exporte mais que l'on vend principalement dans les foires et marchés du département. Le fait majeur est qu'avec le libre-échange et la crise du coton liée à la guerre de sécession aux États-Unis, en 15 ans, l'industrie textile perd près de la moitié de ses effectifs. Alors, on trouve aussi à Coutances une fabrique de dentelles façon de Caen, une corderie, et à partir de 1864, une usine hydraulique avec machine à vapeur installée dans un ancien moulin destinée à la préparation mécanique et au tissage des lins. Alors, en centre-ville, on trouve bien sûr toutes les boutiques liées au métier du textile, hein, des tailleurs, merciers, modistes, giletières, passementiers, cordonniers, etc. Alors, l'industrie du cuir aussi, qui est très importante à Coutances, c'est aussi une très ancienne industrie, hein, qui est là depuis au moins l'Antiquité. Elle se maintient et prospère pendant la période. Toutes les étapes du travail des peaux sont présentes dans la cité, toutes situées faubourg du Pont-de-Soule. Tanneurs, mégissiers, parcheminiers, bourreliers, corroyeurs, selliers. Cet artisanat emploie environ 60 personnes. Alors, l'imprimerie est aussi une industrie importante à Coutances. Sous le Second Empire, il y a 3 imprimeurs, Jean-Baptiste Dérault, Joseph Salette et Avit Maurice. Ils sont à la fois imprimeurs et éditeurs, l'un pour l'évêché, l'autre pour la municipalité. Salette édite la Semaine religieuse du diocèse et Dérault le journal de Coutances. Les antiques presses en bois actionnées à bras d'hommes laissent peu à peu la place aux machines à vapeur. À Coutances, les métiers liés aux livres emploient de 100 à 140 personnes.
relieurs, ouvriers imprimeurs, plieuses de livres, brocheuses, typographes, etc. Les imprimeurs sont aussi libraires. Il y a en tout 5 libraires en ville. Ces activités sont très surveillées et réglementées par le gouvernement et la censure veille. Alors, bien sûr, on trouve d'autres activités. Coutances abrite sur ses petites rivières une douzaine de moulins à blé, à temps et à huile. On trouve aussi les métiers du fer et du bois, forgeron, charron, ferblantier, maréchaux ferrants, chaudronnier, tonnelier, ébéniste, menuisier, et d'innombrables petits métiers, cirier, faïencier, cloutier, serrurier, cordonnier, marchand en tout genre, dont le fameux marchand de peau de lapin. Là, en ville, il y a aussi des cultivateurs, des jardiniers, des horticulteurs. Par exemple, la Société d'horticulture de Coutances est créée en 1857. Alors, l'importance du commerce de l'alimentation à Coutances. Coutances est le centre de commerce de son arrondissement. Ces 2 foires annuelles, la foire des Rameaux et la foire Saint-Michel, sont qualifiées de très considérables. Il s'échange à Coutances des denrées et des marchandises de toute espèce, des animaux et des tissus principalement. Les bestiaux sont vendus place de la Croûte et les autres marchandises dans les halles, sur les boulevards et dans différentes rues. Le marché hebdomadaire a lieu le lundi. C'est un rendez-vous des plus importants pour la population. Il s'étale dans les rues du centre-ville et autour de la halle au blé. Le marché du lundi entraîne un important déplacement de population et les rues de la ville sont alors encombrées de marchandises et de carrioles. Il est très difficile d'y circuler. Chaque produit a son endroit spécifique. Par exemple, la rue de la Filandrie, qui est aujourd'hui la rue du lycée, c'est le marché de la filasse et de la laine. La rue du jeu de paume, aujourd'hui rue Daniel, c'est le bois de chauffage avec les fameuses traînes à bois. Et devant la cathédrale, on trouve les gibiers, volailles, œufs, cochons, etc. Les céréales sont vendues dans la halle au blé depuis 1807. C'est l'ancienne église des Capucins dont vous avez une photo ici. On y vend le froment, le seigle, le sarrasin, l'orge et l'avoine. Dans l'arrondissement de Coutances, les céréales les plus cultivées sont le froment et l'orge. La culture du sarrasin ne cesse de diminuer. Le commerce de la boulangerie est particulièrement surveillé par les autorités. Il y a 34 boulangers ainsi que 2 pâtissiers d'origine suisse. La nourriture est à base de céréales, de pain de froment et d'orge. Le seigle n'est pas consommé à Coutances. Des prix trop élevés pourraient entraîner la révolte des classes pauvres. Un prix fixe était attribué au pain. Mais en 1863, le commerce du pain devient libre, variant donc suivant les récoltes. Mais les maires sont libres de maintenir une taxe sur le pain. Le commerce du pain donc reste néanmoins très surveillé. Le maire hésite devant le mécontentement de la population face à la suppression de la taxe sur le pain en 1863. Mais le préfet refusera toujours les demandes de son rétablissement. Alors on trouve aussi les bouchers et les poissonniers possèdent leurs étals aux Halles, au nord de l'église Saint-Pierre. Il y a 16 bouchers. La viande de mouton est la plus consommée car la moins chère. La consommation de viande de bœuf reste marginale. Il est consommé une grande quantité de poissons, surtout fumés ou salés, ainsi que des poissons de rivière comme les truites et les anguilles. En France, sous le Second Empire, les Français mangent plus et la consommation commence à se diversifier. À Coutances, le nombre de marchands épiciers passe de 52 à 73. Les habitants boivent principalement du cidre, mais la consommation de vin double en 10 ans, sans que la consommation de cidre baisse, bien sûr. La ville compte aussi une trentaine d'hôtels et d'auberges. On vient à Coutances pour les foires, les commerces, les grands événements religieux. Cette activité reste stable sous le Second Empire. Elle ne se développera qu'après 1870, avec le développement des foires, l'arrivée du chemin de fer et du tourisme. Coutances est une ville aussi administrative.
Sous-préfecture, elle abrite également le tribunal de première instance et la cour d'assises du département. Ce qui entraîne une population de magistrats et de professions libérales. Juges, avocats, avoués, huissiers. La ville est le siège de nombreuses administrations. Elle possède une caisse d'épargne créée en 1836, un comptoir d'escompte, un bureau télégraphique installé en 1858, un bureau de poste, une police municipale et la gendarmerie. Elle abrite aussi une maison d'arrêt, une garnison installée dans l'ancien collège de la rue Saint-Maur jusqu'en 1853 et une compagnie sapeurs-pompiers, bien sûr. Mais aussi, la ville possède un port fluvial. Elle est reliée à la mer et au port de Regnéville par un canal qui est en fait la Soule canalisée. La création de ce canal se situe dans le contexte de développement des moyens de communication et notamment la navigation fluviale sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Dès 1840, le canal est utilisé. Le concessionnaire est la compagnie d'Alfred Mosselmann, industriel et grand développeur des canaux et des fours à chaux de la Manche. Les marchandises transportées par les gabarres et la tangue principalement, mais aussi la chaux, les ardoises et le bois de construction. Mais le coût de transport reste élevé du fait des péages à chaque écluse. De plus, l'aménagement n'est pas fini entre le pont de la Roque et Regnéville, justement à cause des tanguières. Tout au long de la période, on envisage d'aménager les rives de l'estuaire de la Sienne et le port de Regnéville, mais cela n'aboutit pas et sonne la fin du canal. Son déclin fut inéluctable à cause de la concurrence de la route, du chemin de fer et le déclin de la tangue face aux engrais chimiques. Le canal fut peu à peu abandonné, et ce dès 1865. Alors, nous allons passer à la deuxième partie, donc les transformations urbaines. La fin de la monarchie de Juillet fut très riche en grands travaux à Coutances, avec la construction du collège, de la salle d'asile, l'aménagement de la place Lebrun au centre des bâtiments départementaux. Le réaménagement du palais de justice, la construction de la sous-préfecture et de la gendarmerie et l'installation de la statue du prince Lebrun. Mais ces travaux n'étaient pas finis à la chute du régime et notamment le réaménagement urbain qu'ils entraînent. L'urbanisme est le premier poste de dépenses du budget municipal, soit un tiers de ses dépenses. Le Second Empire est la période des grands travaux d'aménagement urbain dans les grandes villes de France, suivant ou précédant l'exemple de Paris. Il existe alors deux grands principes, faciliter la circulation et encourager la salubrité. Faciliter la circulation par l'élargissement des rues et l'alignement des immeubles, la construction de trottoirs, la mise en place d'un éclairage des rues, la création de ponts et de places. Favoriser la salubrité par la respiration des cités et des hommes grâce aux boulevards plantés, des parcs et des jardins, d'un réseau d'eau potable et d'égouts. À cette époque, vivre en ville est synonyme d'entassement et d'insalubrité. Coutances n'échappe pas à cela, comme en témoignent les écrits sans complaisance d'un jeune professeur parisien nommé au lycée en 1855, Arthur Barry, qui écrit à sa mère. Imagine une vallée assez profonde et étroite, se relevant par une extrémité en colline pointue. Sur le petit plateau de cette colline, on a bâti la cathédrale, et tout autour, comme cela se faisait au Moyen-Âge, sont venues se grouper des maisons, à travers lesquelles passent un certain nombre de rues entortillées. Tu comprends que sauf une rue qui aborde le plateau par une montée assez douce, et qui est la principale, toutes les autres sont en pente raide. Les bâtiments sont enfumés, vieux, noirs, chancis, moisis, les boutiques d'une pauvreté ridicule. Enfin, c'est un grand village. La ville est laide, il n'y a pas de lumière dans les rues le soir. Les maisons couvertes en chaume, c'est hideux et misérable. C'est assez violent comme description. Les maisons couvertes en chaume disparaissent cependant petit à petit au profit de l'ardoise. Au cours de la période, les rues du centre-ville perdent de la population au profit des faubourgs qui s'étendent. L'habitat individuel se développe. Un des quartiers populaires à l'habitat surchargé est celui autour de l'église Saint-Pierre, église qui est enchâssée au milieu des immeubles.
Le plan d'urbanisme prévoit le dégagement autour de cette église. Sur cette gravure de 1850 de Basile Quesnel, on a ajouté les bâtiments récemment construits. Donc nous avons le collège, le palais de justice ici, réaménagé avec la sous-préfecture et la gendarmerie. Pour faciliter la circulation, on continue d'exécuter le plan d'alignement de 1840. Les rues sont pavées ou macadamisées avec la construction de trottoirs. On envisage l'agrandissement de la petite place Notre-Dame devant la cathédrale pour en dégager la vue. Le maire François-Dominique Plaine explique en 1870 « En 1839, quand fut dressé le plan d'alignement de la ville de Coutances, il n'existait devant la façade principale de la cathédrale qu'une place très resserrée qui ne s'étendait pas même au tiers de cette façade et n'avait aucune profondeur. Le conseil municipal reconnaissait dès cette époque un double besoin, celui de démasquer le monument et de créer en même temps un vaste emplacement pour les marchés aux légumes, aux volailles, au beurre, aux œufs, qui se tiennent dans les rues et sont un obstacle considérable à la circulation. La ville avait donc commencé à acheter les maisons l'abordant depuis maintenant près de 30 ans, suivant ses moyens financiers. En 1859, le conseil municipal vote la démolition de ces maisons. De riches Coutançais font des donations. Dans celle du Taux, prête de l'argent pour financer les travaux. Et Jean-Baptiste Quesnel-Canvaux lègue sa propriété, qui est juste devant la cathédrale et qui s'étend jusqu'à la rue du Jeu de Paume, mais il en garde l'usufruit. Il faudra donc attendre son décès en 1869 pour la démolir. L'aménagement de la place du Parvis Notre-Dame ne pourra donc commencer qu'en 1870. L'éclairage public des rues se fait depuis le XVIIIe siècle par des lampes à huile. Elles ne fonctionnent que l'hiver et sont souvent défectueuses. En 1868, la ville décide de remplacer l'éclairage à l'huile par l'éclairage au gaz. On construit donc une usine à gaz qui sera implantée quartier du Pont-de-Soule. À partir du 1er septembre 1869, l'éclairage de la ville est confié à la société Méus-Michelet à Paris. Le gaz qui sert à l'éclairage public peut être aussi d'usage domestique. Un essai de mise en service du système a lieu en mars 1870, mais une explosion se produit dans la pharmacie de la rue Saint-Nicolas. Finalement, l'autorisation d'exploitation est donnée au printemps 1870. Alors, le Second Empire, aujourd'hui à Coutances, est symbolisé par son jardin des plantes, ouvert en 1855. Il est le type des jardins créés à cette époque, à la fois paysager et botanique. C'est à l'origine un hôtel particulier avec un grand parc. En 1823, un riche bourgeois, Jean-Jacques Quesnel-Morinière, achète cette propriété. Il aménage son domaine en jardin d'agrément en plantant et cultivant arbres et plantes exotiques. Par testament, daté du 1er juin 1850, il lègue ce domaine à la ville. Il décède en janvier 1852. Le legs comprend entre autres l'hôtel particulier, les jardins et ses plantes, dont une collection d'orangers en pot. La condition du legs était que la ville en fasse un jardin ouvert au public et que l'on y cultive des plantes usuelles et médicinales à l'usage gratuit des indigents. La municipalité procéda à quelques aménagements, supprimant de nombreux mélèzes et sapins, en dessinant de grandes allées de promenade et en créant des bassins avec des jets d'eau et un colimaçon de verdure. Un obélisque en granit de Vire fut érigé au milieu du jardin pour rendre hommage à son donateur. Une serre est construite en 1857, une glacière en 1860. Très vite, le jardin public est devenu le lieu de rendez-vous de la population, avec des concerts le dimanche et la fierté de la municipalité qui ne perd pas une occasion de vanter ses mérites. Ainsi, le maire Breuiller de Litinière fait la description des points de vue qu'offre le jardin. Du haut de la première rampe, la vue s'étend sur la plus grande partie du jardin couverte de vertes pelouses émaillées de fleurs, d'un obélisque en granit d'un effet majestueux et de divers bassins d'où partent des jets d'eau variés.
Vous descendez les rampes et vous vous avancez vers une allée dite le Grand Promenoir, d'une étendue longitudinale de 190 mètres. Vous descendez dans la seconde partie du jardin sur un plan incliné d'un aspect aussi gracieux que la première et non moins orné de pelouse, de massifs d'arbres et de corbeilles de fleurs. Notre jardin, situé au centre de la cité, dont il est un des plus beaux ornements, se termine par un petit bois coupé, presque à pic, dont la disposition des allées et des plantations, avec les percées et les issues, forme un véritable labyrinthe, bordé de toute son étendue par la route impériale. Enfin, ce domaine public admiré par les nombreux visiteurs est merveilleusement couronné par notre magnifique cathédrale. La salubrité urbaine se manifeste aussi à Coutances par de grands travaux d'adduction d'eau potable. Au milieu du XIXe siècle, la ville manque d'eau potable, les rares puits sont insuffisants pour couvrir les besoins de la population, notamment au centre-ville. L'agglomération construite en hauteur n'a point d'eau, contrairement au faubourg, fort bien pourvu en cours d'eau. Il faut donc amener de l'eau en ville, comme on le faisait au Moyen-Âge avec l'aqueduc des Dominicains. Dès 1851, le gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte soutient le financement des projets d'adduction d'eau que les villes entreprennent. Il faut néanmoins attendre 1858 pour que prenne définitivement forme le projet de construction des conduites d'eau et des fontaines à Coutances. L'eau proviendra des sources de la Louvrie et de la Chasse-Mélier à Saint-Nicolas-de-Coutances et Cambernon. Elle sera menée au moyen de canaux souterrains jusqu'à la place de la cathédrale dans de grands réservoirs, pour être ensuite redistribuée dans les quartiers de la ville. Les sources sont situées sur des hauteurs, l'écoulement en sera facilité vers la ville. Jean-Charles d'Ancel-Duthot, riche coutancais, se propose alors de financer le projet par un prêt de 60 000 francs. Seulement les travaux vont coûter 2 fois plus cher. La ville contracte un emprunt pour l'établissement des fontaines publiques. Les conduites sont en terre cuite, émaillées, et 23 fontaines sont installées en ville dans un premier temps. Mais les tuyaux fournis ne sont pas assez solides face à la pression des eaux et la conduite aura toujours des problèmes. Donc, en plus de l'eau potable, l'évacuation des eaux usées est facilitée par la construction d'égouts souterrains. Avant, comme au Moyen-Âge, les eaux usées s'écoulaient à ciel ouvert au milieu des rues. Alors, un autre problème de salubrité à Coutances, c'est celui des ordures ménagères. C'est la crainte des épidémies, notamment du choléra, qui fait prendre à la municipalité des mesures. On invite la population à enlever le fumier et les immondices, à laver les cours et les ruisseaux. La ville doit nettoyer les places publiques et le quartier de la poissonnerie, qui abrite les étals à ciel ouvert des bouchers et des poissonniers. Le ramassage des immondices se fait chaque matin par un agriculteur du village de Saint-Nicolas. C'est l'adjudicataire de ce que l'on appelle la ferme des boues. Il a le droit exclusif d'enlever des boues, immondices, fumier, paille, herbage, résidus provenant des ateliers et du balayage des rues et des places. Alors, à cette époque, la ville doit aussi régler un autre problème de salubrité, c'est celui du cimetière. Les 2 cimetières de Coutances, un pour chaque paroisse, le cimetière Saint-Pierre rue du Pilori et le cimetière Saint-Nicolas rue de l'Ouest, sont tous les 2 trop petits et sont arrivés à saturation. Le 18 mai 1866, le cimetière Saint-Nicolas est fermé. La question se pose, faut-il agrandir le cimetière ou en créer un autre ? En juin 1866, la ville décide de conserver le cimetière Saint-Pierre et d'agrandir celui de Saint-Nicolas. Mais en 1868, le préfet rejette la proposition et demande que soit créé un nouveau cimetière unique ou de déplacer celui de Saint-Nicolas. Il faut trouver un terrain assez grand pour contenir les inhumations des 3 communes, Coutances, Saint-Pierre et Saint-Nicolas. Le 2 avril 1868, la ville décide de créer un nouveau cimetière tout en conservant les 2 autres pour les concessions familiales. Il sera construit loin des habitations sur une hauteur suivant les vents dominants. Le terrain choisi est situé sur la commune de Saint-Nicolas, route de l'Essai. Le 1er mai 1869, la translation du cimetière Saint-Nicolas est déclarée d'utilité publique. Il ouvre en mai 1871.
Toutes les inhumations des 3 communes se font désormais dans le nouveau cimetière, qui est toujours le cimetière actuel. Alors, nous allons passer à la 3e partie, donc l'enseignement, la bienfaisance, la vie religieuse et la vie politique. Ce qui fait l'importance et la fierté de Coutances, c'est le nombre et la diversité de ses établissements scolaires, eu égard à sa population. Il y en a 10 sous le Second Empire. L'enseignement public est tenu par des religieux et l'enseignement privé par des laïcs. L'enseignement primaire, alors le premier degré de l'enseignement primaire est la salle d'asile, mais à l'époque, c'est plus considéré comme un établissement charitable. La salle d'asile est l'ancêtre des écoles maternelles. Sa création fait suite à 2 legs. En 1845, celui de M. et Mme Quesnel-Canvaux, de leur maison rue du Puy-Sainte-Anne, aujourd'hui rue Quesnel-Canvaux. Et en 1847, celui de l'abbé Fauchon, d'une somme de 17 000 francs pour servir justement à l'établissement d'une salle d'asile. Celle-ci est ouverte en 1851, dirigée par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul et accueille les enfants de 2 à 7 ans, où ils reçoivent les soins que réclament leur développement moral et physique, c'est-à-dire les premiers principes de l'instruction religieuse, de la lecture, de l'écriture, du calcul, du dessin, de l'apprentissage d'ouvrages manuels appropriés à leur âge. L'enseignement primaire consiste aussi en une école de garçons et en une école de filles. L'école de garçons est dirigée par les frères de la doctrine chrétienne. L'enseignement est gratuit. L'école accueille 300 enfants de 6 à 13 ans. Cette école est celle des enfants pauvres car les familles aisées préfèrent envoyer leurs enfants directement en cours élémentaire du lycée où ils resteront pour faire leurs études secondaires. L'école de filles est tenue par les Dames de la Providence. Elle se situe dans l'ancien couvent des Capucins à côté de la halle au blé. Elle est gratuite, mais il existe également un pensionnat payant. 9 sœurs accueillent 210 élèves environ. À Coutances, il existe 5 pensionnats de jeunes filles. Celui des Dames de la Providence, 2 pensionnats laïques, celui des Sœurs Augustines et celui de la Congrégation du Sacré-Cœur. Cette dernière s'installa à Coutances en 1841. Elle accueille les enfants dès leur plus jeune âge, mais surtout elle abrite l'école normale d'institutrices depuis 1844. En 1857, Coutances devient le siège de cet établissement et les sœurs y firent construire de vastes bâtiments et une chapelle consacrée en 1861, le tout en face du grand séminaire. Mais la fierté de la ville est son lycée impérial, le seul du département. En 1844, la ville a reconstruit son collège à la place de l'ancien séminaire des eudistes, où il ne reste plus que la chapelle. La rentrée dans les nouveaux locaux se fit en 1846. À ce moment-là, le gouvernement veut établir un collège royal dans la Manche, c'est-à-dire un lycée. Une compétition s'engage avec Saint-Lô, puis la monarchie de Juillet est renversée. Ce n'est que le 22 février 1853 que le maire renouvelle la demande de 1846. Le collège de Coutances répond aux critères. Vaste bâtiment neuf pour plus de 150 internes. Grâce à l'appui de l'abbé Daniel, ancien proviseur et futur évêque, et du sénateur Urbain Le Verrier, le ministre de l'Instruction publique Hippolyte Fortoul répond favorablement. Le 30 juillet 1853, le décret impérial est signé. Le collège de Coutances devient lycée impérial. L'inauguration a lieu le 16 août suivant. Mais cette promotion entraîne des dépenses considérables, qui endettent durablement la ville, déjà endettée de fait de la construction des bâtiments. Pour satisfaire au règlement universitaire concernant un lycée de plus de 150 internes, il a fallu renouveler tout le mobilier et en acheter de nouveaux, percer une nouvelle rue pour y accéder plus facilement, aménager des cours, construire des dortoirs, de nouvelles classes de sciences en particulier. L'aménagement des bâtiments et de ses alentours continue tout au long du Second Empire. Par exemple, clôture et aménagement d'une cour de récréation, construction du logement du portier et de la maison du censeur, percement d'une rue d'accès à l'ouest. Dans une délibération consacrée encore à de nouvelles dépenses pour le lycée, la politique de la municipalité apparaît clairement.
La plupart des membres du bureau d'administration du lycée étant en même temps membres du conseil municipal, et tous étant d'ailleurs animés d'un même esprit et poursuivant le même but, assurer la prospérité du lycée sans trop gréver la ville qui s'est endettée pour le créer. Le lycée accueille de 300 à 350 élèves, dont 200 internes. L'enseignement coûte cher, de 500 à 600 francs, soit le traitement annuel d'un ouvrier ou d'un instituteur. Le lycée est le lieu de formation des élites et des notables. Alors, la bienfaisance, c'est le deuxième poste de dépense du budget municipal après l'urbanisme. Au XIXe siècle, le secours aux pauvres et aux indigents est le fait de la charité privée, des sociétés philanthropiques, des hospices et des bureaux de bienfaisance. Alors, comment s'organise la bienfaisance publique à Coutances? La municipalité finance un atelier de charité, apporte une contribution à l'hospice pour les enfants trouvés et les aliénés indigents. Elle finance aussi l'œuvre pour l'extinction de la mendicité qui gère le bureau de bienfaisance. S'y ajoutent également les 2000 francs par an du legs Quesnel-Morinière. 1000 francs pour faire apprendre un métier à 10 enfants pauvres de la ville et 1000 francs de cadeaux de noces à 10 couples pauvres et méritants. L'œuvre pour l'extinction de la mendicité a été créée en 1841. À cette date, la ville a interdit la mendicité dans ses rues. Les parents de Jean-Baptiste Quesnel-Convaux, dont on a évoqué le don de la maison tout à l'heure, avaient légué donc leur maison rue du Puy-Sainte-Anne à cette œuvre de charité. Le bureau s'y installa, donc c'est la même maison où s'est installée la salle d'asile. En 1847, il sera donc annexé la salle d'asile, un ouvroir et un orphelinat. Le tout est géré par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Le bureau de bienfaisance secourt environ 300 familles, soit plus de 1000 personnes, c'est-à-dire 1/8 de la population de la ville tout de même. Alors, un autre lieu de bienfaisance, c'est l'hôpital. En 1793, par exemple, 3 établissements, l'Hôtel-Dieu, l'Hôpital Général et l'Hôpital des Enfants Trouvés, furent réunis en un seul établissement, l'Hospice Civil. Les sœurs Augustines dispersées à ce moment-là reviennent en 1816. L'hospice comprend un bâtiment pour les hommes et un pour les femmes. Il accueille les vieillards indigents, valides et invalides de plus de 70 ans, les orphelins pauvres et les enfants trouvés ou abandonnés. L'hôpital, lui, se résume en une salle des malades qui accueille les populations pauvres n'ayant pas les moyens de se faire soigner à domicile. Elle bénéficie ainsi de la gratuité. Les sœurs Augustines assurent le service intérieur. Alors, les sœurs Augustines ont bien sûr un couvent. Leur couvent, au sein de l'hôpital, est trop petit et vétuste car elles dirigent un pensionnat de jeunes filles aussi. Elles envisagent leur départ. De l'autre côté de la rue, en face de l'hôpital, se trouvent les anciens bâtiments de l'hôpital général, vacants depuis 1839. Il y avait là un vaste corps de logis, des dépendances, des cours et des jardins. Un accord est donc trouvé en 1850 entre la commission administrative de l'hospice, propriétaire des lieux, et les religieuses. Se pose alors un problème. Les religieuses se trouvent hors les murs de l'hôpital, or celles-ci vivent cloîtrées. Elles demandent que soit construit un passage couvert et fermé. Ce sera le fameux pont au-dessus de la rue du Roquier, connu des Coutancais sous le nom de pont des Soupirs. Donc la première pierre du nouvel établissement, car il a fallu entièrement réaménager les bâtiments existants, et en construire de nouveaux, fut bénite par Monseigneur Daniel le 30 juin 1855. Les sœurs entrèrent dans leurs nouveaux locaux en 1858. Donc là, vous aviez une photo du pont. Alors, en général, la vie religieuse donc, est bien sûr très importante à Coutances. Donc, Coutances est le siège d'un évêché. La ville est divisée en 2 paroisses, Saint-Pierre et Saint-Nicolas. Elle abrite une importante population ecclésiastique, 80 religieuses régulières, 40 religieux séculiers et près de 150 séminaristes. Il y a aussi une communauté protestante de 30 personnes environ, des anglicans principalement. 2 évêques se succèdent pendant la période. Monseigneur Jacques-Louis Daniel, évêque de 1853 à 1862,
très apprécié de la population car c'est un enfant du pays. Il est né à Contrières. Il est favorable à la politique ultramontaine de son clergé. Puis Monseigneur Bravard, Jean-Pierre Bravard, évêque de 1862 à 1875, qui lui est favorable au régime et est plutôt gallican. Il s'oppose à la faillibilité pontificale lors du Concile Vatican I en 1870. Il établit à Coutances une communauté carmélite en 1866. La pratique religieuse se manifeste lors des grandes processions de la fête Dieu, des fêtes patronales de Saint-Pierre et de Saint-Nicolas, de la fête Notre-Dame le 15 août. Les Coutançais aiment les grandes cérémonies religieuses. Elles sont très suivies. Comme celle organisée le 11 décembre 1855 pour la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, proclamé le 8 décembre 1854. Le curé de Saint-Pierre est ainsi enthousiaste. Dans la soirée, la ville entière et les campagnes voisines se portèrent vers l'église, devenue trop petite pour contenir la foule qui s'y pressait. Les missions d'évangélisation se succèdent aussi tout au long du Second Empire. Mais la pratique quotidienne et le suivi de la messe du dimanche semblent moins suivis que les grandes cérémonies. C'est une pratique plutôt féminine. Le Second Empire, c'est aussi la période de la construction du grand séminaire. Il existe à Coutances un séminaire diocésain depuis 1650. Supprimé en 1789, il est réinstallé en 1816 dans l'ancien couvent des Jacobins, rue Saint-Maur. Le nombre des vocations ne cesse d'augmenter dans la première moitié du XIXe siècle. Il y a près de 150 séminaristes dans les années 1840-1860. Les bâtiments sont très anciens et fortement endommagés à la Révolution, sont en mauvais état. Les logements sont vétustes et trop petits. En 1846, l'évêque fait appel aux Sulpiciens, donc quartier Saint-Sulpice à Paris, pour diriger le séminaire. Une rénovation des bâtiments est alors envisagée. Un projet de l'architecte du département Douanard est présenté en 1849, mais il est refusé en juillet 1850. Un nouveau projet élaboré par l'architecte diocésain d'Anjois, il est approuvé en juillet 1853. La première pierre est posée par Monseigneur Daniel le jour de son sacre, le 12 juin 1853. Le financement des travaux est assuré par l'État. Le plan prévoyait le double de ce qui sera construit. Il a fallu le réduire devant le coût exorbitant des travaux. Malgré cela, la construction reste immense et imposante. Les travaux vont durer pendant plus de 20 ans. Le bâtiment nord de 1853 à 1860, le bâtiment ouest de 1861 à 1864, le bâtiment est et le réfectoire de 1864 à 1867, les bâtiments autour du cloître de 1868 à 1878. Alors voilà pour le côté religieux. Le côté politique maintenant, donc Coutances et le régime impérial. Donc le maire de la ville est Charles-Joachim Breuiller de Litinière, qui sera maire pendant 18 ans, de 1850 à 1868. Né en 1794, il fut juge de paix sous la monarchie de Juillet. Il est conseiller municipal depuis 1831. C'est un soutien actif de Napoléon III. Élu député au corps législatif en 1852, ainsi qu'au Conseil général. Il restera en poste jusqu'à son décès en 1868. À ce moment-là, c'est François-Dominique Plaine qui lui succède comme maire, et ce jusqu'en 1878. Alors, par contre, un événement majeur a eu lieu à Coutances en 1850. C'est la visite du prince-président le 9 septembre. Le 30 août 1850, la municipalité de Coutances apprend la venue du président de la République lors de son voyage dans la Manche du 5 au 10 septembre suivant. Alors, on nettoya les rues, on y mit du sable pour les rendre moins boueuses, des arcs de triomphe en bois peint façon granit furent construits aux entrées de la ville, au pont de Soule et à la Croix Quillard, et des banderoles, drapeaux et lampions installés sur le parcours. Le 9 septembre, donc, le prince-président passa à peine 3 heures à Coutances, le temps d'entendre un tédéum à la cathédrale et prendre une collation à l'évêché.
Ernest du Barail relate ainsi la visite. Toutes les autorités attendaient le chef de l'État sous un arc de triomphe de style sévère, en harmonie avec les monuments de cette vieille cité. Les gardes nationales formaient la haie de ce point à la cathédrale. Les cloches se mirent en branle, les saves de canon ont retenti. Le départ a été, comme à l'arrivée, l'occasion des plus enthousiastes démonstrations de la part de la foule et des gardes nationales. L'appel au peuple est le fondement du régime bonapartiste. Les Coutancais soutiennent en majorité le régime. Lors du plébiscite de 1851, pour approuver le coup d'État, les Coutancais l'approuvent à 83%, la France à 91%. Pour la proclamation du Second Empire, les Coutancais l'approuvent à 89%. Les événements du régime sont bien sûr célébrés. Mais lors de la fête organisée pour le baptême du prince impérial le 14 juin 1856, 2 pompiers vont être grièvement blessés en ayant les mains arrachées lors d'un tir de canon. Le maire adresse une lettre à l'empereur en faisant appel à sa générosité pour venir en aide aux 2 malheureux. Le 15 août est la fête Notre-Dame, mais c'est aussi la Saint-Napoléon, la fête nationale. Elle est fêtée de façon immuable chaque année par le pavoisement des rues, une procession jusqu'à la cathédrale avec la musique municipale, la messe solennelle et un Te Deum, le passage en revue des troupes, les illuminations, les jeux et le bal populaire en fin de journée. Alors j'arrive à ma conclusion. Donc, Coutances est vraiment caractéristique des petites villes qui dominent alors la Normandie occidentale. Ce sont des centres administratifs, commerciaux et religieux qui connaissent une relative stabilité. C'est la municipalité et la diversité, non, c'est la multiplicité et la diversité des services offerts qui constituent l'élément principal du dynamisme urbain. Que reste-t-il de ce Second Empire à Coutances? Le jardin public, le grand séminaire, le lycée, le couvent des Augustines, le couvent du Sacré-Cœur, la place Notre-Dame, le cimetière, l'adduction d'eau potable. Mais la ville n'évolue guère. Il n'y a pas d'implantation d'usines qui aurait pu augmenter sa population. À partir des débuts de la Troisième République, la ville va connaître le début de l'exode rural. Jusqu'au Second Empire, elle attirait encore les populations des campagnes. Mais ce ne sera plus le cas et l'arrivée du chemin de fer, au lieu d'apporter de l'activité, ne fera que faciliter le départ des populations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien Véronique, un grand merci pour ce survol que vous avez fait de Coutances sous le Second Empire. Ça nous a permis de voir comment cette petite ville, à la fois conserver, comme nous le disions en tout début, des éléments de permanence, finalement l'évolution de sa population, on reste on ne bouge pas, autour de 8000 habitants. On ne baisse pas, mais voilà. Ça reste stable. Et puis, tout de même, des transformations importantes. Par exemple, on voit qu'entre 1851 et 1866, il y a quand même une baisse très sensible des activités artisanales et proto-industrielles. Un peu comme dans le mouvement général, je dirais qu'on va constater sous le Second Empire un développement urbain de la bourgeoisie, voilà, avec parallèlement, il faut, comme vous l'avez noté à un moment, il faut afficher son statut de bourgeois, donc au moins avoir une domestique. Voilà, c'est comme ça qu'on... Voilà, donc un développement de la domesticité, développement aussi des bourgeois rentiers. Oui, c'est là parce aussi que la rente, on gagne de l'argent en restant rentier, donc c'est... D'une part de cette population. Aussi les évolutions, donc on l'a un peu évoqué avec la diminution de l'artisanat, mais par secteur d'activité, donc on voit quand même une baisse importante des activités textiles. Oui. Meilleure résistance des activités du cuir. Voilà, c'est en fait, la ville garde ce qu'elle a besoin. Oui. Donc avec l'imprimerie et les reliures en cuir, les gants,
l'évêque et puis tout ce qui sert aussi, tout ce qui est à l'église. Les ciriers pour les cires, les passementiers, les fabrications de chasubles, les reliures en cuir pour les livres de messe ou autres. Tout ça se maintient parce qu'on en a besoin localement. Quoi, voilà. C'est pour... on n'a pas d'exportation. Bah non, les toiles de Coutances, tout ce qui était au XVIIIe siècle a disparu. Voilà. Alors encore quand même un marché important le lundi, vous l'avez... Voilà, oui. Bah, Coutances est un centre commercial. Voilà. Donc les foires, alors on est encore, c'est les céréales principalement qui se vendent. Le développement de l'herbage, de la laiterie, ce sera pour plus tard. On n'y est pas encore. Ce sera plus à partir des années 70, etc. Beaucoup de boulangers, vous le notiez. Alors vous avez noté aussi 2 pâtissiers d'origine suisse. Oui. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Non, mais oui, voilà, les pâtissiers viennent de Suisse. Alors je pense que c'était des Suisses francophones ou des Suisses côté Italie. Oui, c'est assez spécialement. On avait un marchand de casquettes espagnol, on avait un tailleur danois dont le nom de famille est encore présent aujourd'hui. Voilà, on avait aussi encore les Polonais aussi. On a donc les Espagnols venant des révolutions espagnoles de la première moitié du XIXe siècle, pareil que pour les Polonais qui ont fui leur régime. Voilà. Puis on a beaucoup d'anglicans aussi. Alors le développement, vous l'avez noté aussi des épiceries, puisqu'on passe de 52 à 73. Et puis j'ai pas parlé aussi des grands magasins. Enfin, des magasins de nouveautés, on va dire. Pas les grands magasins à la parisienne, mais à la coutançaise. Beaucoup plus petits, mais on a maintenant des magasins dits de nouveautés. On trouve un peu de tout. De l'habillement, non pas sur mesure, mais prêt à... Oui, confection industrielle, Et on le retrouve bien, ça d'ailleurs, dans les publicités du journal de Coutances, où il y a une présence très forte de ces magasins textiles. Bonne infrastructure aussi au niveau des hôtels et auberges. Une trentaine d'hôtels et auberges, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, alors sans doute aussi au moment des foires, oui, c'est surtout ça. Par exemple, je n'ai pas parlé du théâtre, mais par exemple lors des foires, c'est les troupes théâtrales ambulantes du département, agréées, viennent donner des pièces pendant une semaine. C'est la seule fois où le théâtre fonctionne dans l'année, par exemple. Donc ça attire. Les dentistes aussi qui viennent à ce moment-là. Oui, ça on le retrouve aussi dans le journal. Oui, il y a tous les colporteurs, etc. Puis ce qui était intéressant aussi dans votre exposé, c'est avec l'exemple, je dirais, malheureux du canal. Oui, j'ai survolé parce que c'est une vaste question. C'est aussi un témoignage des évolutions, je dirais, infrastructurelles, techniques, parce qu'effectivement, la tangue était importante à un moment, mais elle va décroître avec les engrais chimiques. Voilà, c'est au moment où le canal commence à naviguer, que la tangue décline. Du fait des problèmes du port de Regnéville, des engrais, le guano, les engrais chimiques inventés par Dior, etc. Et puis, ce n'est pas le chemin de fer qui a tué le canal, il était mort avant, de toute façon. Donc, puis développement des routes, quand même. Les routes, oui. Puis vous avez bien montré, un peu comme ça a été le cas dans de nombreuses villes en France, tous les aménagements urbains. Oui, parce que, en fait, Coutances n'y échappe pas, donc forcément, la politique du gouvernement aide ce genre de choses, mais Coutances y pensait avant. Elle avait son jardin et son grand parc avant ceux de Paris. Il y a la ville de Caen aussi se développe. C'est la période. Et puis l'arrivée de la modernité, quelque part, avec le gaz. Oui. L'usine à gaz, l'éclairage public. Ça, c'était un peu plus laborieux. J'ai pas non plus détaillé toutes les... Les adductions d'eau,
les égouts. Donc il y a quand même cette modernité aussi urbaine, du fonctionnement urbain qui est présente. Vous avez rappelé l'importance aussi de la dimension éducation, avec les... Ah oui, ça c'est quand même une permanence sur le collège, que ce soit sous le Premier Empire ou le lycée. Donc pendant plusieurs dizaines d'années, la ville fait tout pour que son collège devienne le lycée impérial, voilà. Ce qui sera le cas donc, en 1853. Voilà. Et je rappelle aussi qu'il y a un excellent ouvrage toujours disponible au Cercle d'histoire de Coutances et du Cotentin de Monsieur Quélien, voilà, de Monsieur Quélien sur l'histoire du lycée. Donc les activités de bienfaisance, et il y a quand même un chiffre qui interpellait dans ce que vous avez noté, c'est quand même ces 1000 personnes. Oui, un dixième de la population. Ça m'avait interpellé quand j'avais fait mes études, mes statistiques. Il y a des indigents. Comme je disais, c'est pas ni très très pauvre ni très très riche, mais c'est quand même assez pauvre. On peut dire aussi que la ville est bourgeoise, mais elle est aussi, il y a quand même tous les petits artisans qui ont du mal à vivre. Tout ce qui était les fileuses, puis toutes les personnes âgées qui arrivent, donc les anciens agriculteurs, toutes les veuves qui viennent, qui survivent difficilement avec leur travail de filer le lin ou la laine. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans le début de votre exposé sur la population, c'est quand on voit la part de la population féminine par rapport à la population masculine, et puis plus on avance dans l'âge, ces femmes, elles sont veuves pour l'essentiel. Oui, et puis Bayeux avait été aussi étudié pour le Second Empire, et on en remarquait la même chose aussi dans ces petites villes, villes moyennes. On parle beaucoup aujourd'hui des femmes qui doivent vivre seules, jeunes ou moins jeunes, mais en fait on s'aperçoit que c'est quelque chose qui n'est pas aussi récent que cela. Sur le plan religieux, donc vous nous avez parlé des deux évêques qui ont vraiment marqué cette période avec des différences de l'un à l'autre, entre Monseigneur Daniel et Monseigneur Bravard. La grande stabilité au niveau de la mairie, 1850-1868, c'est presque la totalité du Second Empire où on a le même. Voilà, c'était un peu, quand j'ai fait mon mémoire, la problématique. C'était la mandature du maire qui restait stable. En général, pareil, Léopold Queneau qui l'a précédé, c'était une bonne dizaine d'années, et puis alors, le pesant, alors là, c'était 40 ans. C'est stable à Coutances. Et puis on voit les efforts qu'on déploie pour une visite présidentielle et qu'on vient pour 3 heures de présence. C'est la même chose quand Napoléon Ier en 1811 a failli venir. C'était pareil, 8 jours avant, on prévient, Napoléon va passer à Coutances, tout ça, hop, dans le bas de combat. Arc de triomphe, sablage des rues, machin, et puis la veille, non, il passe pas à Coutances, on remballe. Et pour la visite, par contre, de Louis-Philippe, lui, il est resté, je crois, plus longtemps. Une journée quand même, voilà. Il n'y a pas tellement de passages à Coutances. On va à Cherbourg, on va à Saint-Lô, parce que c'est Saint-Lô. C'est la préfecture, On va à Cherbourg, on va à Granville parce que c'est les grands ports, et puis on ne s'arrête pas après. Écoutez, encore un grand merci, puis ça nous donne envie de nous replonger dans votre livre, parce que ça va être un bon moyen de revenir sur ce que vous nous avez présenté, de l'approfondir. Donc Véronique, encore merci pour cette conférence. Merci à vous.